Bien, bonsoir à tous et bienvenue au Collège des Bernardins pour cette nouvelle saison, si je puis dire, de l'Observatoire de la modernité. Nous sommes particulièrement heureux, Jeanne-Marie Martin, qui est co-responsable de l'Observatoire, et moi-même, de vous retrouver nombreux, malgré la jauge et dans le respect des gestes barrières, pour tout simplement reprendre notre réflexion, interrompue trop tôt l'année dernière, au mois de février. C'est la dernière conférence que nous avons pu avoir. Et nous n'avons hélas pas pu nous retrouver ni physiquement, ni, comme on dit fort vilainement, en distanciel. Et donc, il est heureux que nous soyons à nouveau ici au Collège des Bernardins. Il est également heureux que la chaîne de télévision KTO continue à diffuser ces événements et permette à un public plus large de les suivre, public qui, en particulier dans ce contexte, sera, je crois, intéressé par cette possibilité de suivre à distance nos échanges. Le thème de cette année porte sur le libéralisme politique et sur son avenir. Nous posons la question de savoir s'il a un avenir et sous quelle forme. C'est une question très vaste et nous n'avons pas trop d'une séance entière pour essayer d'en définir les contours. Nous avons la grande joie ce soir d'accueillir Pierre Manant, ancien professeur de philosophie politique à l'EHESS, où il était longtemps directeur d'études, auteur d'une abondante bibliographie, parmi laquelle nous pouvons citer notamment les Métamorphoses de la cité, et Timothée Gautier, ancien élève de l'ENS Lyon, agrégé de philosophie et doctorant, qui sera aussi chargé de nous introduire dans ce sujet. Entre l'invasion du numérique qui diffuse ici ou là une forme de surveillance sociale, que l'on retrouve tout particulièrement dans les États autoritaires comme la Chine, bien évidemment, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes à nos vieilles démocraties, et le modèle illibéral vanté par certains, en particulier en Europe centrale et de l'Est. On songe notamment à Viktor Orban, qui assume ce terme et qui l'a fait beaucoup évoluer depuis sa première acception forgée par Étienne Balibar et Pierre Rosanvallon. Nous voyons que le modèle de la démocratie libérale est aujourd'hui secoué de toutes parts. Secoué à la fois par des démocrates pour qui ce cadre libéral empêche la libre expression du peuple dans ce qu'elle peut avoir de direct, parfois radical et frontal. Ceux-ci sont alors souvent accusés à tort ou à raison, c'est un débat qui mérite d'être mené, de populisme. Et ce modèle est également secoué par ceux qui, au nom d'une certaine vision du libéralisme, voudraient donner un cadre plus autoritaire à la démocratie, dont les nombreuses possibilités de communication, à la fois physique et virtuelle, semblent peut-être remettre en cause un certain nombre de droits individuels et en tout cas de fondements de ces droits. Donc nous sommes dans un contexte troublé, un contexte qui contient à la fois des périls endogènes et exogènes. Et c'est dans ce cadre que nous voulons inscrire notre réflexion. Je me tais et laisse la parole à plus qualifié que moi et plus intéressant que moi. Et c'est Timothée Gautier qui commence la réflexion. Avant de commencer, je tenais à remercier évidemment tout particulièrement Louis Malranche, Sabine Détry et le Collège des Bernardins pour l'organisation de ce cycle de conférences. J'aurais également des scrupules à prendre la parole auprès ou aux côtés de Pierre Manant, sans commencer par lui rendre un hommage appuyé. Ses ouvrages de philosophie politique ont joué un rôle déterminant dans ma formation et dans mon goût pour la chose politique, et je tenais donc officiellement à l'en remercier très chaleureusement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en quelques secondes exposer la spécificité de ma démarche ce soir et la justifier. Je souhaite tenter d'expliquer la crise de la démocratie libérale à l'aune de la pensée d'Aristote. Donc, si cette démarche peut a priori paraître surprenante au regard de la distance entre sa pensée et cette problématique très contemporaine, je vais m'employer à la justifier tout au long de mon exposé. J'aimerais tout d'abord commencer par souligner la difficulté qu'il y a à formuler le constat général d'une crise de la démocratie libérale sans justifier davantage l'utilisation du terme même de crise. Lorsqu'une telle crise est évoquée, elle l'est souvent, et je parle ici évidemment à très grands traits, elle l'est souvent à deux titres.
Tout d'abord, pour rendre raison des taux très importants d'abstention dans les élections au cours desquelles le peuple est censé exercer concrètement son pouvoir en élisant ses représentants. Renonçant à la voix qui est censée être la sienne dans un cadre démocratique, le peuple signifierait alors son rejet du système politique ou encore de la classe qu'il gouverne pour différents motifs. Un sentiment général d'inefficacité des politiques mises en place, l'incompétence ou la corruption présumée des hommes politiques, un sentiment d'abandon par les élites, une perte concrète de souveraineté, etc. Mais cette crise est également évoquée lorsqu'au gré de différentes échéances électorales parviennent au pouvoir des gouvernants dont les politiques sont considérées comme contraires aux principes ou aux valeurs de ce qu'on appelle traditionnellement la démocratie libérale. Donc les élections de Donald Trump aux États-Unis, de Bolsonaro au Brésil, de Viktor Orban en Hongrie, de Boris Johnson en Angleterre ou encore de Matteo Salvini en Italie ont été ainsi l'occasion pour bon nombre de commentateurs et d'analystes de déplorer dans ces pays la mort de la démocratie libérale, le triomphe de l'illibéralisme, voire même l'avènement d'un fascisme rampant. Pour autant, ces jugements se heurtent d'emblée à un problème de taille, le caractère démocratique de l'élection de ces dirigeants, voire même leur réélection après plusieurs années d'exercice du pouvoir. Et donc c'est notamment dans ce cadre historique, politique et conceptuel qu'est apparue la notion de démocratie libérale, expression au départ censée être infamante, qui serait en effet contre la liberté si l'on assimile celle-ci à la notion de libéralisme, mais dont certains dirigeants, dont Viktor Orban par exemple, ont fait un titre de gloire. Là où le premier aspect de la crise de la démocratie renvoie, semble-t-il, davantage au sentiment d'abandon du peuple et à la dépossession de son pouvoir, c'est-à-dire in fine à la dimension démocratique de la crise de la démocratie libérale. Le second, quant à lui, me semble concerner plutôt la dimension libérale des démocraties contemporaines et de la crise qu'elles affrontent. Même s'il est sûrement lié en partie au premier, c'est sur ce second aspect de la crise que j'aimerais d'abord me pencher, en commençant par éclairer le paradigme à l'aune duquel sont critiquées ces démocraties illibérales. La démocratie libérale peut historiquement être définie comme une idéologie politique qui fonctionne sur les principes du libéralisme, lui-même défini comme un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, la liberté économique et politique, et notamment, par exemple, la propriété privée. Lorsque ses adversaires parlent des régimes populistes comme de régimes illibéraux, il les accuse donc de mettre à mal ce primat de l'individu, de ses droits et de sa liberté. Comment cela ? En le subordonnant à des impératifs, à des structures, à des institutions, voire même à des principes qui le dépassent, dont il n'est pas à l'origine et auxquels, en un sens, il n'a pas volontairement, voire contractuellement, apporté son consentement. Cet ensemble de réalités qui dépassent l'individu, une certaine culture, des mœurs, des principes politiques, voire même l'État lui-même, serait ainsi en droit toujours un danger pour la liberté de l'individu. Dans cette perspective, la légitimité des normes que ces institutions imposent devrait toujours être jugée à l'aune de la liberté individuelle et de ce qu'elle considère être ses droits. Dans ce paradigme, au-delà de l'État, c'est la société elle-même qui risque toujours de basculer dans une forme de totalitarisme si elle ne permet pas à tout un chacun, au nom d'une liberté individuelle devenue de plus en plus absolue, de choisir tout ce qu'il veut faire, voire tout ce qu'il veut être, quand il le veut et de la manière dont il le souhaite. L'extension illimitée des droits individuels et de ceux, notamment des minorités, contre l'idée de structures communautaires supra-individuelles qui imposeraient des contraintes politiques, sociales ou morales plus ou moins prononcées. Cette extension illimitée des droits individuels, donc, constitue souvent l'horizon et le critère à partir duquel sont discrédités les régimes illibéraux. Or, dans cette dynamique d'extension illimitée des droits, la démocratie libérale progressant là où les droits individuels sont toujours plus importants, la composante proprement démocratique tend à s'évanouir totalement, le peuple souverain, entendu ici comme la majorité exprimée lors des suffrages, étant reconduit en droit à une figure d'oppression tyrannique des minorités ou des individus. On en arrive ainsi à jouer la liberté de l'individu contre le pouvoir du peuple, le libéralisme contre la démocratie, ce qui est considéré individuellement comme mon bien contre ce qui est censé être collectivement déterminé comme le bien commun.
On comprend ainsi pourquoi ceux qui se revendiquent d'une forme d'illibéralisme considèrent du coup qu'ils sont les véritables démocrates, donnant corps et voix, politiquement parlant, à la majorité qui exerce dans le cadre démocratique son droit principal, celui d'exercer le pouvoir par le biais de ses représentants. À l'inverse, les pourfendeurs de l'illibéralisme, se reconnaissent paradoxalement contre le peuple lui-même, d'un état de droit ou des droits de l'homme universels pour récuser la prétention à exercer la politique que le peuple décide souverainement. Face à cette tension entre l'individu et la communauté, entre la détermination individuelle du bien et sa détermination politique, la démocratie libérale a pu formuler en ces termes des voies de conciliation. L'exercice de la liberté individuelle et les prérogatives de la communauté doivent faire l'objet d'une forme de compromis permanent afin que puissent cohabiter autant que possible les libertés individuelles et la détermination collective d'un intérêt général. Dans la perspective de la démocratie libérale toujours, la situation actuelle est alors interprétée par les critiques de l'illibéralisme comme une dérive de la société vers une prédominance indue et illégitime de l'intérêt majoritaire. À l'inverse, les tenants de l'illibéralisme récusent donc la démocratie libérale au motif qu'elle dissout toute forme de bien ou d'intérêt commun et donc empêche la souveraineté du peuple dont il se réclame. Là où historiquement cet équilibre toujours précaire pouvait en partie perdurer, pour deux raisons. Tout d'abord, en raison de la relative homogénéité culturelle et politique des sociétés occidentales, qui défendaient la démocratie libérale, mais aussi, je pense, en vertu de l'alternative que cette démocratie libérale proposait, notamment par rapport au communisme. Il semble aujourd'hui que la radicalisation de la logique individualiste, conjuguée à la remise en cause des mœurs et des principes mêmes de ces sociétés, ont porté un coup, si ce n'est fatal, du moins très violent, à la possibilité même de l'établissement démocratique d'un bien commun. La question qui se pose à nous est alors la suivante. Est-il toujours possible de penser la constitution d'un bien commun dans une société de plus en plus archipélisée, dans une société de plus fragmentée, et surtout de continuer à le penser dans les termes philosophiques et anthropologiques du libéralisme politique lui-même? Au-delà de la définition de la démocratie comme régime politique qui consacre la souveraineté du peuple, apparaît clairement l'enjeu philosophique du débat, celui de la relation qu'entretiennent la fin de l'individu, sa liberté et la définition propre qu'il a de son bien, et celle de la cité, c'est-à-dire son pouvoir ou sa capacité à imposer des contraintes à l'individu et à définir le bien commun. Par rapport à l'enjeu plus concret de ce soir, il s'agit de savoir si penser les solutions à la crise dans les termes mêmes du système qui est en crise ne risque pas, in fine, de conduire à une impasse. Or, on ne peut comprendre, me semble-t-il, la crise actuelle de la démocratie libérale si on ne met pas au jour la manière dont une certaine conception de ce système politique a prévalu depuis 50 ans. En effet, la conception de la démocratie libérale, marquée par un individualisme triomphant et adossé au libéralisme économique qui la porte, a notamment été portée et défendue par le philosophe autrichien des sciences Karl Popper dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis », paru en 1945. Loin d'être anecdotique, cet ouvrage me semble symptomatique de la lecture que l'on fait et du jugement que l'on porte, soit en bien, soit en mal, sur la démocratie libérale. Dans cet ouvrage, dont la finalité est explicitement, je cite Karl Popper, d'aider à la défense de la liberté et de la démocratie, Karl Popper affirme que les totalitarismes contemporains prennent philosophiquement leur source dans la pensée platonicienne, dans son prolongement aristotélicien. Pour le dire de manière légèrement caricaturale, mais pas tant que ça, puisque le texte de Karl Popper l'est particulièrement, Hitler ne serait dans le fond qu'un bon élève de Platon, et d'Aristote et de Hegel, puisque Popper rabat les deux derniers sur le premier. Donc un bon élève de Platon ayant simplement mis en pratique et suivi à la lettre les enseignements de sa philosophie politique. Dans cette perspective, et pour aller au bout de la logique, Viktor Orban serait alors le fils spirituel en droite ligne de cette tradition philosophique totalitaire. Pourquoi totalitaire ? Parce qu'en subordonnant la fin des individus, leurs biens et leur vie à celle de la collectivité, de la cité, ces penseurs déploieraient une idéologie
organiciste et biologique de l'État et de la société, qui nie la liberté de l'individu en considérant ce dernier comme un organe dont la finalité n'est que de contribuer au fonctionnement de la totalité dans laquelle il s'inscrit. Il faudrait alors penser de manière instrumentale, comme un moyen, le rapport entre la fin de l'individu et celle du tout. L'individu n'étant alors qu'un rouage dans une machinerie ou un organe dans un corps plus large. L'anthropologie, qui inscrit naturellement l'homme dans une communauté politique, serait ainsi responsable de la négation de la liberté individuelle. Et dans cette perspective toujours, l'avènement de la démocratie libérale sonnerait comme une forme de libération du paradigme antique d'un homme animal politique, toujours individuellement soumis au groupe et à ses contraintes. La fin de l'individu et celle de la cité, dans cette perspective, seraient en droit antagonistes, la seconde primant toujours sur la première. Qu'ils en soient conscients ou non, qu'ils l'assument ou non, les critiques adressées à l'illibéralisme par les partisans de la démocratie, libérale s'inscrivent souvent dans cette veine. D'ailleurs, l'utilisation du champ sémantique de l'ouverture opposé à celui de la clôture ou du repli en atteste largement. La tolérance, la liberté et le bien de l'individu sont évidemment du côté de l'ouverture, là où la servitude, l'esclavage, l'oppression et le mal seraient nécessairement du côté de la fermeture ou du repli. Les illibéraux constituent donc l'ennemi, pour reprendre la formule de Popper, tout désigné de cette société ouverte que lui-même appelle de ses voeux. Une question se pose alors assez nettement. Popper a-t-il raison de trouver chez Platon et Aristote les racines du totalitarisme et le contre-modèle parfait au libéralisme politique moderne ? Disons-le de la manière la plus nette possible, il me semble que Popper n'a rien compris à la philosophie politique d'Aristote. Pour autant, l'erreur d'interprétation qu'il commet me semble extrêmement révélatrice en ce qu'elle expose à la fois le présupposé anthropologique que l'idéologie libérale porte et également les conséquences politiques qu'elle implique en quelque sorte nécessairement lorsqu'elle suit sa logique. Dans la politique, livre 1, chapitre 2, Aristote affirme que l'homme est par nature un animal politique. Cette déclaration est interprétée par Popper et souvent d'ailleurs par beaucoup de philosophes libéraux d'une manière générale comme contenant en germe le totalitarisme. Comme si une telle déclaration impliquait pour Aristote, nous l'avons vu, une subordination de l'individu et de sa liberté aux exigences de la cité. Mais l'affirmer, c'est estimer qu'en droit, il existe une différence entre la fin de l'individu, ce à quoi il est appelé, son bien, et la fin propre de la cité, comme si la cité existait en quelque sorte indépendamment du bien de chacun de ses membres. Or, et c'est là que l'interprétation de Popper, selon moi, pêche, Aristote n'a précisément de cesse de répéter l'identité fondamentale du bien de l'individu et de la cité. Il construit même explicitement dans l'éthique à Nicomaque comme dans la politique sa théorie du rapport entre l'individu, entre l'individu et la cité contre cette idée d'un individu qui serait soumis aux impératifs à valeur presque catégorique d'un tout auquel il appartiendrait et qui légitimerait de fait le sacrifice de son bonheur individuel pour une cause supérieure. Pour la cité comme pour l'individu, il existe une seule et même fin, le bonheur, défini comme activité de la raison pratique, en l'occurrence selon la vertu. L'individu, pour Aristote, n'est donc pas, contrairement à ce qu'en dit Popper, un outil, un organe au sens propre et étymologique du terme, dont la réalisation du bien individuel est instrumentale par rapport à la réalisation du bien collectif. Ces deux biens sont les mêmes et leur réalisation est parfaitement, du moins en droit, concomitante. Dans cette perspective, l'inscription de l'individu dans la cité n'est pas un pis-aller nécessaire pour éviter la guerre de tous contre tous ou pour protéger d'hypothétiques droits naturels inaliénables, mais bien l'expression de la nécessité anthropologique pour l'individu de s'inscrire dans un type spécifique de communauté pour réaliser son bien propre qui coïncide parfaitement avec celui de la communauté politique. L'interprétation caricaturale par Popper d'Aristote est extrêmement révélatrice et dangereuse à la fois,
parce qu'elle contribue à discréditer et récuser d'un point de vue anthropologique toute pensée qui inscrirait naturellement, et on pourrait dire par vocation, l'homme dans des communautés naturelles qui le dépassent, la famille et la cité, et qui sont en même temps, du coup, la condition même de possibilité de la réalisation de leur bonheur. L'anthropologie sous-jacente à cette vision du libéralisme politique, en pensant l'inscription contractualiste et artificielle de l'homme dans les communautés politiques, nous semble dès lors, d'un point de vue aristotélicien du moins, porter en germe les dérives qui provoquent la crise que la démocratie traverse actuellement. Cette crise apparaît d'ailleurs d'autant plus nettement, et ce n'est pas un hasard, que ce qui fait normalement, de fait, l'unité d'une communauté politique et donc d'un peuple, des mœurs, des principes, une religion, une histoire, une langue, une identité partagée, semble aujourd'hui voler en éclats. On dit souvent qu'on ne parle jamais autant d'un concept que lorsque sa réalité est en train de disparaître sous nos yeux. Le fait que le thème de l'agrégation de philosophie cette année soit le commun me paraît dans cette perspective particulièrement révélateur. La définition d'un bien commun ne s'établit pas, du moins pour Aristote abstraitement, par des principes universels déconnectés de l'ancrage politique particulier des sociétés humaines. Cet établissement se joue dans l'immanence de pratiques réellement partagées et, éventuellement, et même nécessairement, discutées ensuite sur l'agora, et donc dans l'immanence d'une forme d'inscription enracinée de l'homme en tant que citoyen d'une cité particulière. Et cette inscription, loin d'être l'expression d'une déficience, est au contraire un sommet. Comme le dit Aristote au chapitre 9 du livre 5 de la Politique, phrase magnifique, « Il ne faut pas croire que ce soit un esclavage de vivre selon la Constitution, c'est au contraire le salut. » Et donc en faisant de l'individu et de sa liberté à la fois le fondement et la fin de son établissement, la démocratie risque toujours de se condamner par principe elle-même. Par là, on voit l'enjeu de la crise contemporaine, que l'enjeu de la crise contemporaine de la démocratie libérale est avant tout et sûrement un enjeu anthropologique, l'inscription naturellement politique de l'homme tel qu'Aristote la pense et les conséquences que cela implique sur le plan pratique nous semblent être une réponse intéressante si l'on veut penser à nouveau frais la possibilité réelle d'un bien commun. Si on voulait aller au bout de la logique et pour être un peu taquin, on pourrait même se risquer à dire qu'en réalité, le libéralisme politique reposait jusque-là peut-être, paradoxalement, sur une anthropologie qui le rendait possible, uniquement parce qu'elle structurait de manière extrêmement puissante et parfois contre le libéralisme lui-même, la société. Cette anthropologie ayant été attaquée de toutes parts, et notamment par le libéralisme économique et politique, il ne faut pas s'étonner qu'elle ne puisse plus aujourd'hui soutenir ou tenir ensemble les parties fracturées, fragmentées de la société. Le désir d'autorité et le désir d'appartenance à une communauté qui parcourt à la fois et au même moment toutes les sociétés démocratiques libérales, et notamment la France, nous paraît en être un symptôme extrêmement manifeste. En se situant en un sens en deçà ou au-delà de l'opposition finalement assez moderne entre une conception libérale et une conception illibérale assimilée à l'autoritarisme de l'État, la pensée aristotélicienne me semble donc proposer des perspectives intéressantes face aux défis de la démocratie libérale. Elle y répond d'ailleurs non seulement sur la dimension libérale de la crise, en affirmant que c'est toujours dans et par la cité que se déploie la liberté humaine, mais elle semble également pouvoir répondre à la crise du pouvoir du peuple comme peuple, réaffirmer le caractère naturellement politique de l'homme, c'est en effet faire droit à son histoire, à son enracinement, à ses mœurs et, in fine, au caractère substantiel et incarné par lequel et pour lequel il me semble que la souveraineté du peuple cherche toujours à s'affirmer. Loin d'une pensée abstraite d'un sujet universel titulaire d'hypothétiques droits et de devoirs, une telle pensée me semble réaffirmer inlassablement que l'homme est toujours, même s'il n'est pas uniquement cela, un citoyen dont le bien individuel est indissociable du bien commun. Question du coup, comment établir ce dernier ? Selon moi, toujours dans une perspective aristotélicienne, en renouant avec une éducation véritable, une éducation qui paradoxalement, elle, peut être dite authentiquement
libérale et en redonnant par là même au peuple les moyens concrets d'une souveraineté politique réelle. En quoi consisterait-elle ? En une véritable éducation à la liberté, conçue comme possibilité de choisir pour elle-même les choses belles, les choses justes et les choses bonnes. Et dans cette perspective, et paradoxalement, l'éducation libérale, authentiquement, serait peut-être la meilleure réponse à la crise illibérale de la démocratie. Je n'ai pas le temps de développer ici et maintenant tous les tenants et les aboutissants qu'une telle éducation impliquerait, mais elle est, selon moi, la tâche impérative à laquelle doit s'atteler aujourd'hui tout homme, politique ou non, qui voudrait se consacrer à la construction du bien commun. La parole est donc à Monsieur Manant. Merci beaucoup. Je suis moi aussi très heureux de retrouver ce magnifique auditorium pour parler d'un sujet qui nous a déjà plusieurs fois réunis, les troubles de notre démocratie, de nos démocraties, leur crise, trouble. On peut discuter des termes. En tout cas, je crois que le point sur lequel se fait l'accord, c'est que, pour ainsi dire, toutes les démocraties, et y compris les plus anciennes et les plus installées, les plus prestigieuses dans le monde, la démocratie américaine, bien sûr, celle du Royaume-Uni, celle de la France, toutes ces démocraties connaissent des troubles de formes variées, mais d'une égale gravité, ou en tout cas de gravité comparable. Ces troubles, cette crise, portent sur nos institutions, nos principes, comme vient de l'expliquer très bien Timothée Gautier. Bref, c'est une crise de notre régime. Les signes de cette crise, le grand signe de cette crise, on le trouve, je crois, dans ce que tous les observateurs constatent, et les observateurs participants que sont les citoyens, à savoir qu'il y a aujourd'hui une division sociale et morale de grande ampleur dans nos pays. Division sociale et morale de grande ampleur entre, d'une part, une classe ou une couche, un ensemble qu'on dira éduqué, formé, instruit, pour participer au mouvement du monde et souhaitant participer au monde, qui, en quelque sorte, regarde le monde comme la somme des lieux où elle peut faire valoir ses compétences. Une classe éduquée, formée, instruite, qui met un point d'honneur aussi, ce n'est pas le moins important, à montrer, je dirais, son indépendance par rapport à la nation. Elle montre d'autant plus son indépendance par rapport à la nation que son éducation, de plus en plus, dans les institutions où elle est formée, en particulier non loin d'ici, son éducation est de plus en plus, son éducation supérieure en tout cas, est de plus en plus conduite en anglais, dans la langue anglaise. Donc, d'une part, cette classe que j'ai décrite fort brièvement et fort sommairement, et fort caricaturalement peut-être, et d'autre part, alors non pas une classe, mais des couches sociales, des groupes, pour lesquels la mondialisation, on le sait, on le dit, on le répète, recèle surtout des menaces, et qui voudraient travailler chez eux, ou chez elles, ces couches sociales, et qui sont attachés à leurs habitudes, à leurs mœurs, à leur façon de vivre. Cette opposition que j'ai décrite brièvement et que l'on peut décrire d'autres façons, mais qui est ce que aujourd'hui tous les observateurs, chacun à sa façon, s'efforcent de décrire. Ces deux ensembles ont perdu, et c'est le point, le centre de notre crise, ces deux ensembles ont perdu la capacité et le désir de communiquer. Le sentiment d'une chose commune à partager s'est effacé des deux côtés. Je répète la constatation, le sentiment d'une chose commune à partager s'est effacé des deux côtés, et je souligne évidemment des deux côtés. Nous observons donc un regain de la conscience de classe et de la division des classes. D'un côté,
mépris tranquille, que l'on entend parfois dans certaines paroles présidentielles. De l'autre côté, ressentiment, qui peut s'exprimer d'une façon particulièrement brutale, voire violente. Des deux côtés, il semble que l'on ait perdu tout intérêt pour les ressorts et les exigences de la démocratie, que j'appellerais moi, mais c'est la même, représentative plutôt que libérale, mais la démocratie que Timothée Gautier a étudiée, analysée comme démocratie libérale, je la considérerais comme démocratie représentative. Donc d'un côté, une classe fondamentalement satisfaite de la manière dont les règles sont administrées, et qui voudrait de plus en plus qu'on puisse se passer de demander l'avis du peuple ou l'avis au peuple. Ce peuple qu'elle a tendance à juger paresseux, travaillant trop peu et tendanciellement xénophobe. Et cette classe satisfaite de la manière dont les règles sont administrées reprend, à l'occasion du vote le plus solennel d'une nation démocratique, le référendum, elle reprend l'argumentaire censitaire. L'argumentaire censitaire qui voulait réserver le droit de vote à une partie de la population distinguée du reste, soit par ses revenus, sa propriété, soit par son éducation et, en général, par un mélange des deux, car les deux vont ou allaient souvent ensemble. De l'autre côté, le peuple populiste, que j'appelle populiste pour aller vite, semble de plus en plus porté à ignorer, de son côté aussi, le résultat d'élections parfaitement régulières. Le lendemain de l'élection du président Macron, on a entendu Macron démission. C'est un phénomène très nouveau. Même lorsque les élections avaient été terriblement disputées entre une droite très consciente de sa différence avec la gauche et une gauche très consciente de sa différence avec la droite, le soir même de l'élection du président, il était président et pendant la suite du mandat, sa légitimité n'était pas contestée. Aujourd'hui, elle est contestée le lendemain, pour ainsi dire, de son élection. Et aux yeux de cette partie de la population, aux yeux de ce peuple populiste, être élu ne confère plus guère d'autorité à celui qui a été élu. Donc, des deux côtés, l'élection n'est plus le sacrement de la démocratie. Et elle est des deux côtés contestée, quoique pour des motifs différents ou opposés. Dans cette confrontation, le peuple populiste est désavantagé car il ne sait pas comment formuler ses vœux. Il y a un livre qui vient de paraître, que je n'ai pas lu, j'ai vu le titre, n'est-ce pas, que la violence vient de l'impossibilité de se formuler. Eh bien, le peuple populiste, si l'on en juge par les suites des manifestations de Gilets jaunes, se termine souvent par des actes de violence. Le peuple populiste, en tout cas, ne sait pas comment formuler ses vœux. Il ne le sait pas ou il ne le sait plus parce que le langage qui permet de parler du commun, pour employer le terme d'Aristote que Timothée Gautier a fait ressortir, le langage qui permet de parler du commun est d'abord la nation, la chose commune par excellence pour les citoyens. Ce langage a été frappé de discrédit et tendanciellement d'interdit. Si l'on essaie de résumer d'un mot, d'une formule, la légitimité qui, discipline la parole collective, je dirais ceci, pour nous aujourd'hui, en tout cas pour l'opinion qui oriente nos évaluations, on ne peut plus légitimement parler qu'au nom de l'homme en général. On ne peut plus légitimement parler qu'au nom de l'homme en général. Parler au nom d'un groupe particulier, même organisé démocratiquement, ne se soutient pas face à la légitimité exclusive de l'humanité ou de l'homme en général. Et donc, et c'est ici le cœur à la fois civique et intellectuel de notre crise, je crois, le gouvernement représentatif
est une élaboration politique complexe qui a pris souvent un siècle pour être achevée. C'est une élaboration politique complexe. C'est un chef-d'œuvre, d'une certaine façon, de l'inventivité politique de l'homme européen. C'est un chef-d'œuvre politique que nous ne savons plus ni comprendre, ni défendre, ni même désirer. Dans le gouvernement représentatif, dans cette démocratie libérale ou représentative, il s'agissait pour les citoyens de participer dans la liberté et l'égalité à la construction d'une chose commune qui est autorité légitime pour donner forme à la vie des citoyens. Cette définition valait pour la Troisième République, pour la Quatrième République, pour la Cinquième République, jusqu'à certains développements plus récents. Donc, je répète, participer dans la liberté et l'égalité à la construction d'une chose commune qui est une autorité légitime pour donner forme à la vie des citoyens. Aujourd'hui, je retrouve ici ce que disait Timothée, aujourd'hui, seul reste légitime l'individu et l'humanité. L'individu isolé, séparé de ses semblables, l'humanité comme rassemblement de tous les individus. Et les associations dans lesquelles l'homme vit réellement, s'éduque réellement, ont perdu leur légitimité. Elles sont prises en tenaille entre l'individu d'un côté, l'humanité de l'autre. Ces associations, vous les connaissez, c'est la famille, l'école, les églises, et en général tout ce qui rassemble les sociétaires. Et c'est aujourd'hui aussi, encore, les syndicats, et d'une certaine façon aussi, même si leur statut est différent, les partis politiques. Aujourd'hui, toutes ces institutions, à la fois les institutions qu'une certaine tradition dirait naturelles et les institutions artificielles, comme les partis politiques, toutes ces institutions, qu'il s'agisse des familles, des églises, des partis, des syndicats, sont aujourd'hui discréditées et voient leur autorité s'effilocher et le nombre de leurs membres, en quelque sorte, de ceux qui suivent les règles de l'institution, se réduire. Alors, nous avons cru, je le dis en passant, c'est une parenthèse, mais qui pourrait être largement développée, nous avons cru construire un nouveau commun en construisant l'Europe, bien sûr, c'est le terme que nous avons employé, construire l'Europe, mais nous l'avons construite, cette Europe, dans la mesure où nous l'avons construite, sur la base exclusive des droits individuels et des règles générales. Le cœur des valeurs européennes, comme l'on dit, ce sont les droits de l'homme et les règles générales, et en particulier les règles de la concurrence libre et non faussée, en nous refusant à défendre quoi que ce soit qui pourrait être défini comme la forme de la vie européenne. N'est-ce pas ? L'Europe ne s'est pas défendue, ne s'est pas proposée, ne s'est pas construite comme la mise en forme politique de cet ensemble humain que nous formions, et formons encore, mais comme cette partie de la planète, cette circonscription de la planète, où l'humanité en général allait, pour la première fois, faire reconnaître ses droits en général. Et donc, une forme de vie européenne, la préservation et la promotion d'une forme de vie européenne n'était pas le projet, ce qui nourrissait le projet de construction. Il n'y avait pas de commun à viser dans cette construction européenne. Et il n'y a pas de commun à viser dans cette construction européenne. Le seul commun, c'est le commun d'un non-Europe. Donc, abjurant tout projet de donner forme à un commun qui soit nôtre, nous renonçons à puiser en nous-mêmes les principes ou les motifs de nos actions. Rien de plus intérieur, si j'ose dire, que le gouvernement d'une démocratie. Il suppose une nation constituée, il suppose une société homogène, largement homogène en tout cas, parlant une langue qui permet aux sociétaires de s'entretenir, de délibérer, de décider ensemble. Bref, dans une démocratie représentative, les sociétaires puisent, dans les cadres de l'association qu'ils forment,
les principes, les motifs de leurs actions. Or, aujourd'hui, dans la mesure où le principe de légitimité est, si j'ose dire, entièrement séparé de la communauté que nous formons, eh bien, nous ne savons plus puiser en nous-mêmes les motifs de nos actions. Et donc, nous nous condamnons à chercher ces principes et ces motifs, nos principes et nos motifs, hors de nous, c'est-à-dire dans ce que nous appelons le monde, tel qu'il s'impose à nous par son mouvement et par ses flux. Nous pensons, c'est l'opinion qui vraiment règne sur nous, que partir de nous-mêmes, partir de notre bien commun, mais un bien commun qui nous serait propre, qui serait particulier à l'association que nous formons, partir de nous-mêmes serait se fonder sur une injustice première, sur une préférence pour soi, sur une préférence pour nous, qui serait contraire à l'égalité et à l'universalité des droits humains. Alors bien sûr, il est nécessaire, il est juste, il est judicieux de s'adapter intelligemment au mouvement du monde. Mais pour ce faire, encore faut-il que notre communauté de citoyens ait en elle-même sa consistance, sa volonté et sa finalité. Encore faut-il, pour s'adapter au mouvement du monde, que nous existions. Autrement, nous nous condamnons à disparaître dans le tourbillon des flux. L'histoire politique moderne, pour la résumer en 1 minute 30, est déterminée, je suis obligé d'être très dogmatique, est déterminée par l'action réciproque de 3 facteurs. L'État, le gouvernement représentatif et ce que j'aimerais appeler le peuple politique. L'État souverain, prenant un ascendant de plus en plus grand sur le reste de la société, a, au long des siècles, institué un plan de l'égalité sur lequel s'installent des citoyens de plus en plus égaux en droit. C'est l'histoire de l'Europe. Et ces citoyens se rassemblent dans chaque nation en un peuple politique qui veut être représenté, donc se gouverner, par le moyen d'un gouvernement représentatif. Et l'État, en imposant une égalité toujours plus grande, rend le peuple de plus en plus représentable, par exemple et éminemment d'abord par l'extension du droit de vote. Et donc vous le voyez, dans ce mouvement de démocratisation, de construction de la démocratie européenne dans le cadre national, la démocratie représentative se consolide en même temps que l'égalité des droits s'étend. La démocratie représentative se consolide en même temps que l'égalité des droits s'étend. Puis, progressivement, et Timothée Gautier a évoqué cette phase, progressivement, l'état des droits, qui s'adjoint ou qui s'est adjoint dans son développement à l'État-providence, cet état des droits l'emporte sur le gouvernement. Dans sa phase ascendante, l'état des droits étendait les droits pour élargir la participation civique. D'abord, extension du droit de vote à tous les individus mâles majeurs de la nation, puis extension du droit de vote aux femmes. Donc, l'état des droits étendait les droits pour élargir la participation civique. Il renforçait le commun, il renforçait l'amitié civique, comme l'aurait dit Aristote. Au contraire, dans la phase actuelle, l'état des droits tend à absorber toute l'action collective, notre régime se définissant de plus en plus exclusivement, je souligne l'adverbe exclusivement, par l'extension des droits individuels, des droits qui concrétisent le droit illimité de chacun, pour chacun, de se définir et d'être reconnu comme il le désire. Ce qui est frappant, c'est que l'idée des droits individuels a tellement triomphé aujourd'hui qu'elle s'est détachée de toute institution particulière, de tout cadre particulier, en particulier le cadre national, de toute institution particulière, en particulier l'institution proprement judiciaire. Elle est administrée aujourd'hui, cette idée des droits, par toutes sortes de juridictions nationales, européennes, internationales. Nous avons un défenseur des droits dont personne n'a jamais pu expliquer par quelle légitimité il s'était institué ou il était institué défenseur des droits. C'est tout de même extraordinaire. Bref, l'idée des droits est une idée sublime
qui flotte au-dessus de nos têtes et qui est administré par une foule de juridictions dont certaines sont purement et simplement autoproclamées, de telle sorte que le gouvernement représentatif a perdu sa légitimité propre. Les droits de l'homme en général l'emportent de plus en plus décisivement sur les droits de la communauté des citoyens que nous formons. Ainsi, et c'est cette ambiguïté que nous devons garder, je crois, qui résume en tout cas l'étrange histoire dont nous sommes aujourd'hui le résultat, passablement découragé parfois, l'état des droits a pu être successivement principe de construction de ces grandes démocraties nationales que nous avons appris à chérir, à juste titre, et de plus en plus, aujourd'hui, principe de déconstruction de ces démocraties. Je termine. L'état des droits est devenu aujourd'hui un État étrangement autoritaire. Toute parole, vous le savez, doit être préalablement soumise aux critères et à la critique de l'égalité des droits. Une égalité des droits évoquée comme un principe absolu, indépendamment du contexte. Ainsi, la référence à la nation n'est-elle autorisée que s'il est bien stipulé que la dite nation est ouverte à tous les hommes qui souhaiteraient en faire partie. On pourrait dire cela pour ainsi dire, toutes les institutions dans lesquelles nous nous éduquons, nous nous formons et nous vivons. Ainsi, aujourd'hui, tout ce qui est commun, famille, église, nation et d'autres associations, tout ce qui est commun ou encore commun est privé de défense et de nourriture et condamné à une érosion plus ou moins rapide. Notre État n'est pas tyrannique, il n'est pas totalitaire, comme on le dit parfois très imprudemment et de façon très intempérante. Il n'attaque pas les institutions par lesquelles les Français ont donné forme à leur vie. Il ne les détruit pas, il n'y touche pas. Il se borne à interdire, ou en tout cas à juger sévèrement, qu'on défende ces institutions, nation, famille, église, publiquement. En effet, et sa position est parfaitement logique, toute affirmation ou défense d'un bien commun implique, aux yeux d'un État qui se veut strictement et exclusivement État des droits individuels, toute affirmation ou défense d'un bien commun implique à ses yeux un rejet inadmissible de ceux qui n'ont pas de part à ce bien commun, de ceux qui ne sont pas nos concitoyens. Donc, et c'est la situation étrange dans laquelle cet État nous met aujourd'hui, je la résumerai ainsi, nous ne pouvons garder notre bien commun que si nous l'offrons gratuitement à tous. Je vous remercie.